Bienvenue à toutes et tous, chers adhérents du CERS et chers publics de notre webinaire. Alors, je suis Xavier Faure, l'animateur de cette conférence, assisté aujourd'hui à la technique de Benjamin Thaïs et Morgane Tudal. Ce jeudi, je dis jeudi, pourquoi je dis jeudi? Ce mardi 26 octobre, notre conférence sera numérique. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de décret tertiaire et plus spécialement comment choisir la bonne entreprise pour vous accompagner. Cette conférence va se dérouler donc en 3 temps. Un premier temps sur le rappel des obligations et des échéances. On aura un deuxième temps, comme une valse d'ailleurs, choisir son année de référence. Un troisième temps, le plan de travaux efficaces pour atteindre les objectifs. Et puis enfin, on aura un temps de questions-réponses avec vous, cher public. Nous allons donc vous donner un tour d'horizon complet en 1 heure et demie. Nous allons vous passionner, cher public, autour de ce sujet. Alors, pour votre confort, nous vous accueillons aujourd'hui sur notre campus qui est numérique avec son auditorium et ces salles des experts dans lesquelles vous pourrez rencontrer les conférenciers après la conférence. Donc, vous aurez un petit temps, vous pourrez, à l'issue de 7h30, venir discuter avec nous. Alors, pour une meilleure expérience, vous pouvez mettre la fenêtre en visio, c'est ce qu'on vous conseille de vous mettre en plein écran. Et puis, pour poser vos questions auxquelles nous répondrons, vous avez un petit bouton en bas de votre fenêtre qui s'appelle questions-réponses. Et c'est là que vous pouvez poser ces questions qu'on reprendra en fin de conférence. Alors, pour animer cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir le président et les membres de la commission efficacité énergétique du CERS, notamment Gilles Duroux. Bonjour Gilles. Bonjour Xavier. Vous êtes directeur stratégie et innovation d'Axima, également président de cette commission efficacité énergétique. Également avec nous donc Marc-André Merlet. Bonjour Marc-André. Bonjour Xavier. Vous êtes responsable du projet Sigma, production et performance énergétique d'Ineo. Avec nous également Ingrid Jouve. Bonjour Ingrid. Bonjour Xavier. Vous êtes responsable de la politique qualité-environnement, développement durable et RSE de Bouygues Énergie et Services. Et enfin, Philippe Sablin. Bonjour Philippe. Bonjour Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directeur cellule PPP France de Vinci Facilities. Alors, sans plus attendre, Thierry Duroy, chargé de mission bâtiment et efficacité énergétique au CERS, vous avez la lourde responsabilité de nous présenter en 2 minutes le CERS. Alors, je vais présenter la diapo qui va aller bien. On le voit bien. Merci beaucoup Xavier. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai la lourde tâche de présenter rapidement le CERS, donc on y va. Donc, le CERS, c'est une organisation professionnelle qui a été créée en 1922, donc bientôt 100 ans. Le CERS représente les entreprises d'infrastructure et de services énergétiques. Ou plus précisément, le CERS représente les entreprises de la transition énergétique et numérique qui conçoivent des solutions donc, au service des bâtiments, de la ville et de l'industrie. Aujourd'hui, on compte près de 260 entreprises qui sont adhérentes du CERS et ces entreprises sont réparties sur plus de 900 sites en France. Donc, elles sont de toute taille, petites, moyennes, grandes, PME, ETI et grands groupes. Donc, tout ça pour un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros en France et 7,1 milliards d'euros à l'étranger, pour 135 000 collaborateurs. Notre métier, notre travail de tous les jours, c'est de défendre les intérêts de la profession, donc auprès des pouvoirs publics, des grands donneurs d'ordre et d'autres organisations professionnelles et instances interprofessionnelles. Cette défense, elle passe par la promotion donc, du savoir-faire de nos entreprises qui ont évolué donc à la croisée de différentes filières. Donc, c'est parti des travaux publics, des installations énergétiques, et on a évolué vers le bâtiment, les télécoms et plus récemment vers l'efficacité énergétique. C'est aussi la promotion des capacités d'innovation de nos entreprises. Slide suivante, s'il te plaît, Xavier. Merci. Donc, ces missions, elles passent donc par plusieurs domaines d'intervention au CERS, donc la transition énergétique, la formation, les questions techniques, le social, le juridique, la prévention et sécurité, ainsi que l'Europe. Aujourd'hui, ce webinaire donc, qui porte sur le décret tertiaire donc, se concentrera sur le domaine d'intervention de la transition énergétique au CERS. Slide suivante, s'il te plaît, Xavier. Merci.
Donc, au CERS, les entreprises du CERS sont au cœur de la transition énergétique et numérique, donc de par leur savoir-faire et de par leur métier historique dans les travaux publics et dans l'électricité. Cela leur permet aujourd'hui de répondre aux enjeux de demain en termes de qualité de vie, de développement de nouveaux usages, de réduction de l'empreinte environnementale et de maîtrise des coûts. Le visuel que vous voyez représente vraiment le panel de compétences de nos entreprises, donc les entreprises que défend le CERS. Donc, on passe par les énergies renouvelables avec l'autoconsommation, l'efficacité énergétique, le BIM, les smart cities, l'IoT, l'écomobilité. Donc, c'est toutes ces compétences qui sont regroupées au sein des entreprises du CERS. Donc, voilà, je crois que ça fait 2 minutes. Voilà, merci Thierry pour cette ouverture et cette présentation du CERS. On va tout de suite donc continuer cette présentation avec Gilles Duroux. Voilà, Gilles, vous revenez avec nous. Et la question, c'est dispositif éco-énergie tertiaire, quelles échéances? Bon, voilà, ça va être cette petite introduction. Merci Xavier, bonjour à tous et à toutes. On va revenir dans ce webinaire rapidement sur le pourquoi et les grands principes de ce décret dont on en a tous entendu parler, soit dans la presse, soit sur les réseaux. L'objectif est ensuite, avec nos experts, de parler en détail du comment et des solutions concrètes de mise en œuvre et d'application de ce décret. Mais avant tout, on ne peut pas évoquer ce décret sans évoquer sa finalité et sans parler de l'urgence climatique à quelques jours du début de la COP26 et de l'obligation de baisser drastiquement nos consommations d'énergie. En effet, les bâtiments tertiaires aujourd'hui représentent près de 20% de la consommation en énergie finale et une très grande part significative des gaz à effet de serre. Donc, en gros, c'est quoi le décret tertiaire? C'est 3 choses. C'est d'abord un calendrier qu'on voit sur le slide de déploiement sur plusieurs années encadré par des textes réglementaires qui ont commencé par la loi Elan en 2018, le décret d'application en 2019. Septembre 2022, ça avait l'obligation de déclarer les consommations de chaque bâtiment éligible sur Opera, qui est la plateforme finalement pour entrer ces valeurs. Septembre 2026, c'est déclaration des modulations et des intensités d'usage. Décembre 2030, c'est vérification des premiers objectifs si on est arrivé. Et on voit clairement avec ce graphique que la mise en œuvre du décret est une course de fond qui commence finalement maintenant. Donc, c'est aussi des objectifs de réduction qui sont importants. On le voit, moins 40 en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60% en 2050. Donc, c'est quand même des valeurs très, très significatives. Et puis, bien sûr, pour y arriver, c'est des processus de mise en œuvre. C'est recueillir des différentes données du bâtiment tertiaire, la consommation de ces bâtiments, les surfaces, les typologies, établissement des stratégies et des choix relatifs en valeur relative ou en valeur absolue, choix des années de référence, déclaration dans plateforme Opera au plus tard en septembre 2022. Donc, septembre 2022, c'est dans 11 mois, c'est demain. Et puis, élaboration des scénarios de réduction. Et puis, enfin, pour arriver à ça, c'est la mise en œuvre des solutions techniques concrètes. Voilà ce qu'on va vous expliquer dans les quelques minutes qui suivent avec nos experts et pour faire la transition, voilà ce que je vous propose comme programme. Voilà, merci beaucoup Gilles Duroux. Justement, on en parlait, on va tout de suite continuer. Donc avec Marc-André Merlet, on en parlait de l'année de référence et de valeur absolue. Quels enjeux, comment faire? Voilà, c'est le sujet que Marc-André, vous allez aborder avec nous maintenant. Oui, en effet, faut bien que ça commence par quelque part et par quelque chose. L'idée de ce dispositif, c'est de pouvoir donc réduire les consommations d'énergie des bâtiments et de pouvoir donc évaluer cette progression et par cet intermédiaire-là, la notation produite par les services de l'État concernant l'ensemble des assujettis. Donc, pour cette notation et pour évaluer ces diminutions de consommation pour obtenir l'objectif l'objectif 2030 de soit moins 40%, mais aussi ça peut s'entendre par la valeur absolue. Donc, ces objectifs-là sont des enjeux majeurs
qui vont arriver très prochainement, comme disait Gilles, par le premier objectif du septembre 2022. Si vous pouvez passer au slide suivant, on a préparé une petite question pour avoir un peu la tendance de l'auditoire. Voilà, donc on a un petit quiz pour vous qui est avec une question. Donc vous allez avoir un petit pop-up qui va se mettre au-dessus. Voilà, je vous pose la question, vous devez la voir. Donc je parle sous votre contrôle, Marc-André. Il y a une question, c'est quel est l'objectif que doit retenir l'assujetti? Il y a un choix unique, c'est le relatif ou l'absolu. On va voir comment vous répondez. Allez, on vous laisse 10 secondes à peu près, Marc-André, pour voter. Ça devrait suffire. Allez, 9 secondes, 8, on vous laisse voter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, vous êtes nombreux à voter, vous êtes nombreux à être avec nous. 1, 0. Allez-y, encore un petit vote. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats, Marc-André. Et voilà. Bon, je crois que tout le monde a raison, en fait, finalement, parce que comme on peut peut-être afficher les réponses maintenant. Ouais. Ouais. Je suis étonné un peu du résultat, parce que finalement, c'est très, très bien qu'il n'y ait pas de décision majoritaire qui se dégage. Parce qu'effectivement, il y a pas de, comment dire, de réponse systématique ou de réponse qui ne sous-entend pas une analyse fine de ce qu'est le site, la constitution bâtimentaire et l'usage qu'il en est fait. Dans le sens où ce qu'on disait, c'est que peut-être on peut passer au slide suivant, Xavier. Ce qu'on disait, en fait, c'est que le plan, en fait, l'objectif de réduction des consommations d'énergie, plus il va être important, et bien sûr, plus il va nécessiter d'investissement. La détermination, de toute façon obligatoire, en fait, oui, sous-entendu obligatoire, la détermination de l'année de référence pour septembre 2022, elle est essentielle dans le sens où il y a beaucoup de données qui vont pouvoir participer à la meilleure définition de cette année de référence, dans le sens où cette année de référence, en fait, elle va être calibrée en fonction des consommations, mais pas que. Il va pouvoir y avoir eu des actions de performance énergétique concernant le bâtiment, concernant le site, qui vont avoir eu des influences positives sur ces réductions. Il va y avoir aussi la possibilité peut-être d'avoir des mouvements ou des changements d'usage de ce bâtiment qui vont faire que la consommation aura été un peu plus optimale ou un peu moins optimale en fonction des années. C'est l'ensemble de ces études, de ces paramètres qui vont permettre de déterminer la meilleure année de consommation. En gros, celle qui a été la moins efficiente, la plus consommatrice, toute proportion gardée. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le résultat du sondage le montre parfaitement, c'est qu'en fonction de la typologie du site, de son année de construction ou de ses usages, la consommation en valeur absolue sera parfois préférable sera plus facile et sera plus proche en objectif que par rapport à la consommation de l'année, par exemple, 2021, on se rendra compte que par rapport à la meilleure année de référence, le moins 40% est toujours plus ambitieux que la valeur absolue en cible. Et que pour satisfaire au dispositif éco-énergie tertiaire, c'est l'atteinte de l'un de ces deux objectifs qui satisfait le dispositif. Et donc, par conséquent, ce sera pas forcément l'année de référence la plus, la plus intéressante à viser pour l'assujetti qui veut, comme on disait tout à l'heure, maîtriser son plan d'investissement par rapport à son plan d'action de performance énergétique.
Donc peut-être on peut continuer par la suite sur le nouveau slide. Et ça en fait, quand on a préparé tous ces échanges avec mes collègues, on s'est rendu compte que parler de la détermination de l'année de référence, parler de l'objectif qui était le plus facile ou le plus simple ou enfin le plus proche à atteindre par rapport à une consommation annéenne, ça allait pas sans expliquer ce qu'était Opérate et les informations à instancier sur la plateforme pour permettre aux services de l'État de suivre la progression dans le dispositif de l'assujetti au niveau de son site, au niveau de son patrimoine. Et donc, du coup, on se rend compte que sur ces tables qui seront instanciées sur Opérate pour septembre 2022, donc il y en a une qui va traiter, en fait, la première qui va traiter plus de la caractérisation de l'assujetti en termes administratifs, et donc ça, c'est plus, on va dire, de l'aspect du ressenti de l'assujetti. La table 2, ça devient un peu plus spécifique et technique dans le sens où il va falloir faire de la recherche un petit peu cadastrale, un petit peu de site parce que en fait c'est la caractérisation du site. Et on tombe sur la table 3 où là, en fait, en fonction de ce qu'on va déterminer comme objectif, on va pouvoir influencer le plan d'investissement en relation avec le plan d'action de performance énergétique. Dans le sens où si on détermine bien le choix le moins ambitieux à atteindre, en fait le plus accessible, mais qui permet de satisfaire au dispositif éco-énergie tertiaire, eh bien sur la table 3, on va pouvoir rentrer l'année de référence qu'on a estimée être la plus génératrice de consommation au regard de tous les paramètres dont on a discuté tout à l'heure. Les indicateurs d'intensité d'usage, comme parlait Gilles tout à l'heure, qui seront essentiels dans la compréhension des systèmes qui font consommer. Et pourquoi on va choisir une année plus consommatrice qu'une autre? Parce que il ne s'agit pas d'évaluer les consommations dans l'absolu, mais les consommations et comment elles sont proportionnées par rapport à tous ces indicateurs. Donc, du coup, la table 3 va nous permettre de rentrer tout cela, sachant que la table 4 agira essentiellement sur l'ensemble des consommations et la saisie de ces consommations-là. Et donc, par conséquent, en fait, on se rend compte que sur ces 4 périmètres-là, nous, au niveau du CERS, on est en capacité de produire des effets et des accompagnements sur l'ensemble de ce périmètre, plus après décliner le plan d'action de performance énergétique qui pourra en découler pour aller sur une construction de contrats de performance énergétique ou de marché global de performance. Donc ça, ce sont les tables 5 et 6, pardon, qui sont des tables qui vont permettre de caractériser la constitution bâtimentaire en termes de consommateurs actifs et de consommateurs passifs. Voilà, si on peut passer à l'autre slide. Donc oui, donc ce qu'on peut dire, c'est que pour déterminer cette année de référence, il ne s'agit pas en fait de prendre des données brutes comme ça et de dire ah bah tiens, cette année-là, il a une forte consommation, c'est probablement la bonne. Ça peut être une année simplement où il a fait froid. Et ça peut être aussi les conditions climatiques qui ont fait que cette année a été consommatrice. Et c'est pas pour ça, du coup, qu'elle aurait été la plus en consommation relative importante. Dans le sens où, alors ce qu'on a fait sur ce slide, c'est qu'on a essayé de représenter qu'il y avait des fausses bonnes informations du genre de celles que je viens de vous dire, mais ça c'est pour la partie consommation, mais ça peut être aussi, par exemple, sur les indicateurs d'intensité d'usage. Vous avez, pour prendre un exemple, un centre, un espace de 1000 m² de surface tertiaire qui est occupé pour une année, par exemple,
par, je sais pas moi, 10 personnes, parce que vous êtes en train d'emménager dans ce site. Et cette année-là, eh bien, les gens n'avaient pas encore déménagé. Et donc, vous avez fait fonctionner ces 1000 mètres carrés de la façon normale, sauf qu'ils étaient occupés par peut-être, je sais pas moi, 20% des personnes prévues. La seconde année, vous avez une consommation un peu plus importante parce que vous avez, par exemple, 50 personnes dans ces 1000 mètres carrés. Eh bien, vous allez avoir une consommation un peu plus importante. Donc, vous allez vous dire, bon, quid est-ce que c'est intéressant? Eh bien, ce qu'on va pouvoir voir par les formules de modulation, c'est que on va se rendre compte que à l'usage, il est plus, comment dire, il est plus évident que vous avez consommé plus rapporté aux indicateurs d'intensité avec une dizaine de personnes pour une consommation N qu'avec une cinquantaine de personnes pour une consommation N plus les usages, en plus des 50 personnes. Et cela, eh bien, ça va vous permettre d'identifier une année où vous avez déjà fait une action de performance énergétique, c'est que vous avez mieux rempli votre site de production ou d'usage de bureau. Et donc, voilà. Donc, du coup, ce qu'il faut, c'est prendre le temps de bien récupérer tous ces éléments, de bien récupérer les informations et les données nécessaires à l'instanciation des tables 1, 2, 3 et 4 qui sont demandées et obligatoires donc pour septembre 2022 et que par la suite, vous allez devoir identifier cette année de référence, identifier bien entendu l'ensemble des critères qui ont servi à cette détermination, parce qu'il faudra que ce soit prouvé en termes de consommation, en termes d'usage, d'intensité d'usage, parce que le choix de cette année de référence, il devra être justifié. Et donc voilà, donc du coup c'est tout mis en perspective. On peut savoir qu'un plan d'action de performance énergétique, ça nécessite des investissements qui parfois sont remboursés. Ça dépend des actions de performance énergétique. Il y a des temps de retour sur investissement qui sont très intéressants, d'autres un peu plus longs, mais globalement, ça demande un investissement. Si cet investissement, vous le déterminez par rapport à une base qui est mal évaluée, eh bien, il va pouvoir être beaucoup plus important. Eh bien, les entreprises du CERS ont les capacités, avec l'ensemble de leurs services, que ce soit en études, que ce soit sur le terrain, en analyse, que ce soit en système de gestion et de contrôle de l'énergie, que ce soit dans la mise en œuvre par toutes ces entreprises qui sont en capacité d'intervenir sur les consommateurs actifs ou passifs, eh bien, nous sommes en capacité de vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour que ça puisse être, on va dire, sécurisé. Donc voilà, je crois que j'ai fini, Xavier. Voilà ce qu'on pouvait dire. On reviendra, Marc-André, là pour la table ronde à la fin. Merci pour cette présentation. Ingrid Jouve donc va nous rejoindre. Rebonjour Ingrid. Donc effectivement, une fois qu'on a choisi cette année de référence, on peut se poser la question, c'est comment atteindre les objectifs. Exactement. Donc moi, je vais intervenir sur une partie qui prend le relais de ce qui a été dit précédemment dans cette course de fond jusqu'à septembre 2022, plus sur la partie travaux avec quelques éléments de contexte un peu plus généraux sur l'accompagnement, les leviers d'action et ensuite le suivi des actions. Je vais passer à la diapo. Super. Super, merci beaucoup. Donc, en termes d'accompagnement global, on parle de décret tertiaire. Je pense que ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'au-delà des études énergétiques, carbone ou environnementales du bâtiment, cette réglementation s'inscrit aussi sur différentes démarches d'amélioration que je vais lister. Donc, on peut effectivement, les entreprises du CERS, intervenir sur la partie audit énergétique, accompagnement carbone pour la réalisation de bilan carbone de projets. On a aussi la possibilité d'identifier des actions et des leviers sur la base des remontées d'informations.
des dysfonctionnements et toutes les bonnes pratiques ou retours d'expérience dont on bénéficie. Par exemple, il y a un dysfonctionnement, c'est une sonde de température qui serait à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Bon, voilà, c'est des petites choses, mais qui alimentent nos retours d'expérience. C'est intéressant aussi, je pense, de prendre le temps de parler des signes de reconnaissance qui permettent de valoriser la démarche plus globalement. Alors, il y a des labels de projet. Ceux que j'ai listés là sont plus orientés sur la partie connectivité du bâtiment, mais le Wired Score, le Ready to Service et Osmose sont des labels qui qualifient des projets qui peuvent aussi englober la partie connexion. Ensuite, il y a toutes les qualifications professionnelles. Tout à l'heure, on parlait de travaux dans l'électricité. Thierry mentionnait les travaux d'infrastructure. Effectivement, on détient des qualifications qui permettent de garantir la bonne tenue des projets. Après, il y a des certifications ISO 50001 ou 41001. La première concerne le management de l'énergie. Je pense qu'elle elle est vraiment très intéressante par rapport à l'implication qu'elle peut avoir sur la notion de travaux et de suivi du décret tertiaire. Et 41001 par rapport au facility management pour vraiment valoriser dans une démarche d'amélioration continue tout ce qui aura pu être entrepris pour répondre aux exigences du décret tertiaire. Un peu plus largement, on valorise avec ces démarches toutes le développement durable, la RSE, les déclarations de performance extra-financière, car on est aussi questionné sur ces atteintes-là hein, de conformité, bilan carbone, et puis demain, la taxonomie verte sur justement les métiers à faible teneur en carbone. Après, il y a l'approche de la mise en conformité, alors décret tertiaire, mais aussi tout ce qui va concerner les carnets d'entretien, les installations de bornes de recharge de véhicules électriques, d'où la convergence entre la mobilité et le bâtiment. Et puis de manière un peu plus classique, la conformité réglementaire sur les températures de consigne, pas toujours en phase avec les notions de confort, mais qui sont intégrées. André Merlet en parlait tout à l'heure, la cartographie des aides de financement et des mécanismes de soutien. Effectivement, il existe des dispositifs qui peuvent, d'un point de vue français, alors parfois européens, français, voire régionaux, accompagner des projets et notamment les certificats d'économie d'énergie. Et puis après, plus globalement aussi, la part de l'innovation que l'on peut imaginer dans les travaux et sur les achats, notamment des achats bas carbone, et puis pour une meilleure maîtrise des coûts. Sur la partie suivante, voilà, merci. Sur l'accompagnement que l'on peut apporter aux éligibles au décret tertiaire sur la notion de patrimoine, je pense qu'il est important, et ça avait été mentionné juste avant, l'inventaire des sites, la gestion des baux dans une approche de patrimoine immobilier, parce qu'il y a quand même des étapes, vous le verrez, ou alors vous êtes déjà dedans dans cette démarche. Établir la liste des points de livraison, hein, c'est la base pour savoir de quelle consommation on parle. Ce n'est pas toujours si facile. Donc, on peut vous accompagner de par nos démarches et nos retours d'expérience. Toute la partie signature des mandats avec les preneurs bailleurs, justement pour accéder aux consommations, aux factures, et puis le descriptif du patrimoine, que ce soit les baux, l'aspect administratif qui est demandé dans Opérate. Après vient la partie intégration des sites dans l'outil de monitoring énergétique, qui est souvent assez pratique hein, quand même pour recueillir l'ensemble des consommations, vérifier les années de référence et les données qui sont transmises dans Opérate avant les fameuses déclarations réglementaires obligatoires. Puis l'audit énergétique avec la partie gestion active. Je vous indiquerai quelques éléments sur les travaux ou une stratégie de rénovation lourde qui peut venir accompagner la partie plus système ou contrôle et automate de suivi des consommations énergétiques. Les plans de travaux avec des financements possibles et les mécanismes de soutien. Et puis ensuite, tout le suivi énergétique nécessite au regard des alertes, des éventuelles dérives de consommation et puis la gestion des factures sur les plateformes. Tout ça accompagné d'un plan d'action de suivi des sites et puis éventuellement la modulation des objectifs via l'élaboration de dossiers techniques dans le cas où vous seriez dans ces démarches. Sur la partie d'après, donc sur la partie levier d'action, pour être un peu plus précis sur la notion d'audit énergétique qui sont souvent instrumentés par la mise en place de solutions de monitoring, hein, des compteurs, des capteurs connectés pour remonter les données. L'audit permet aussi d'identifier les équipements, les consommations, les usages, on en a parlé tout à l'heure, et les potentiels d'amélioration et les gisements. Et puis la réalisation de revues énergétiques. Donc dans les données clés, il y a toutes les données énergétiques.
Elles sont celles relatives à la production, à la distribution et à la régulation du chaud et du froid. Là, je rentre un peu dans la partie technique, travaux, mais c'est important de savoir de quoi on parle. La production et la distribution d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage et puis la bureautique, les auxiliaires, tous ces équipements en fait qui consomment également sur lesquels on peut identifier des gisements. L'accès aux données, donc les factures des fournisseurs, pas toujours si simple à récupérer. L'accès aux plateformes des concessionnaires d'énergie, pareil, donc avec les mandats dont je parlais, et puis les systèmes de télérelève des capteurs, des compteurs, qui nous permettent d'avoir des informations plus qualitatives sur le descriptif fonctionnel. Les plans de comptage, lorsqu'on en a, et l'intégration des usages, ainsi que le suivi des consommations énergétiques. Et puis à ne pas oublier les conditions climatiques, toute la partie DJU relative à la rigueur climatique, les températures de consigne, d'eau chaude sanitaire, toutes les valeurs de réduit, de température, l'intermittence dans le fonctionnement, les rendements de nos systèmes et puis le temps d'utilisation des locaux. Sur la slide suivante, on voit quelques exemples de temps de retour sur investissement. Alors, ce sont des temps moyens basés sur des données du CSTB, de l'ADEME et de CEREMA qui datent de 2017. On pourrait imaginer qu'elles sont un peu anciennes, mais je pense qu'elles sont toujours d'actualité et qui vous donnent par moins d'un an, donc plutôt sur la partie temps de retour assez court, entre 1 et 3 ans et au-delà de 6 ans, des typologies de travaux, de solutions qui peuvent être mises en place pour avoir des gains qui vont, comme vous pouvez le voir, de 0 à 25% pour les premières actions qui vont pour la plupart toucher à la partie sensibilisation, suivi, affichage et quelques mises à l'arrêt d'équipements dans des locaux qui sont inoccupés. Ensuite viennent les actions qui vont être plus sur la partie gestion active, où là, on va toucher à la détection, au contrôle, à une analyse plus fine, voire à du relamping, en fait, sur la partie éclairage et des éclairages basse consommation, où là, on pourra toucher entre 26 à 40% d'économie d'énergie. Et puis après, on va toucher à plus la partie système, voire BASI, où là, on a des temps de retour plus longs, mais des gains qui sont plus importants. Bon, et puis, des coûts de travaux qui peuvent être plus importants aussi. Et là, on va plutôt toucher au remplacement d'équipements et à des travaux sur l'enveloppe ou l'extérieur du bâtiment. En termes de suivi des actions, donc comme je vous le disais, le plan d'action va intégrer toute la réglementation qui est actuelle, en cours et voire à venir, les gains énergétiques potentiels, la notion de confort, j'y reviendrai juste après, les difficultés de mise en œuvre, ce qu'il est quand même intéressant avant de déployer les diverses solutions que j'ai pu évoquer auparavant, de prendre aussi en compte la faisabilité, les facteurs influents et puis les consommations futures estimées dont on parlait juste avant. Je pense que ce qui est important d'évoquer, c'est que pardon, l'approche est de conformité avec le décret tertiaire est aussi celle d'un choix de sobriété pour être juste aux réels besoins au regard des consommations énergétiques et ne pas oublier la notion de confort pour la productivité des utilisateurs des locaux et prendre en compte le taux d'utilisation justement. Un des éléments clés, c'est l'équipe énergie qui va être mobilisée pour l'analyse, les préconisations et le pilotage et l'implication de tous les acteurs travaux dès la conception des choix techniques. C'est à mon avis essentiel dans les divers acteurs qui vont être mis à contribution pour la conformité au décret tertiaire au regard des usages économes de l'énergie, mais aussi la sensibilisation des occupants et ne pas oublier la formation des personnels techniques qui sont aussi partie prenante de la bonne atteinte de ces objectifs. Ensuite viendra d'éventuels travaux sur le bâti dans lesquels on prendra compte de la continuité de service énergétique, avant de lancer une bonne exploitation pérenne. C'est vraiment la philosophie d'avoir fait tous ces travaux d'audit, d'amélioration, d'accompagnement des acteurs pour lancer une exploitation pérenne, une mise en service qui soit optimum avec des équipements et des systèmes techniques adaptés pour une bonne prise en charge des installations dans le respect des gammes de maintenance, les gestions de demandes d'intervention qui sont en fait la clé pour que le bâtiment fonctionne bien au regard des nouveaux objectifs. Et tout ça pour la garantie de la satisfaction de nos clients et puis des objectifs du décret tertiaire. Alors oui, un petit quiz. Quels usages énergétiques ne se retrouvent pas dans la consommation de référence?
Voilà, donc ça c'est le deuxième quiz. On en a trois d'ailleurs prévus pour vous, cher public, aujourd'hui. Donc je vais vous permettre de répondre à cette question. Il y a plusieurs réponses possibles ou Oui, oui, il y a plusieurs réponses possibles. Hein. Donc, on a été gentil avec vous. Donc on vous laisse répondre. Allez, on vous laisse 10 secondes encore. 9, 8. C'est bientôt la saison d'ailleurs des soirées. On y arrive. 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1 et 0. Voilà, je mets fin au vote et Ingrid, je vous partage les résultats. Voilà, c'est à peu près équilibré, non? oui, c'est à peu près équilibré et ça tombe plutôt bien parce qu'en fait, la réponse c'était tous, c'était un petit piège. Mais effectivement, ce sont des usages en fait énergétiques qui n'avaient pas été pris en considération dans l'établissement de la consommation de référence qui avait été évoqué juste avant, mais qui pour autant, vous le voyez, sont importants puisque alors sont des consommations réelles dans le sens, sur des projets avérés, hein, que j'ai pu, collecter avec mes collègues. Soirée raclette, ça existe, hein, c'était dans une université, des raclettes qui sont organisées, qui n'étaient pas initialement prévues, hein, dans les données de référence qui étaient données, mais qui, comme vous pouvez l'imaginer, ont une augmentation forte des consommations par rapport à l'usage des appareils, électriques et puis surtout le lendemain de la ventilation des locaux. Un autre point, c'est la flexibilité des locaux, avec là, pour le coup, c'est l'absence des apports internes des collaborateurs qui étaient en chômage partiel du fait de la pandémie du covid, où là, il y a eu des vrais écarts de consommation qu'on n'aurait pas pu anticiper. Et puis, ce qui est un peu plus nouveau, c'est les cours à distance digitalisés qui auraient, par rapport aux équipements qui sont nécessaires justement pour, tenir ces cours, eh bien, augmentent les consommations électriques de par, les box, les appareils électriques, les écrans, les ordis. Voilà. Voilà, merci Ingrid pour ce point. On voit qu'il y a beaucoup de données, effectivement, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour ce décret tertiaire. Alors, on va tout de suite continuer avec Philippe de Sablin. Effectivement, une fois qu'on a fait les travaux, on peut se dire comment suivre, maintenir la performance. Oui, je vais prendre le relais de la course de fond initiée par Gilles tout à l'heure et qu'on a menée jusqu'à présent. On n'est pas encore au bout, il y a encore du boulot, donc avançons ensemble. Donc déjà, peut-être un petit quiz, un petit slide. Voilà, un petit quiz pour démarrer. Là, c'est un quiz extrêmement sérieux et sur lequel nous vous interrogeons pour avoir votre sentiment sur la durée de l'engagement énergétique que doit proposer notre entreprise ou que doivent proposer nos entreprises. Quelle est à votre sens la durée optimale qu'on doit proposer? Donc, il y a proposer de 1 à 3 ans, de 3 à 5, de 5 à 8. Allez, 8 à 10 ans après la construction, 10 à 15 ans, 16 à 20 ans. Voilà, donc là, il faut choisir une seule, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. On vous laisse voter, puis on va voir finalement la préconisation que vous proposez, Philippe. Allez, on vous laisse encore 6 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, tout le monde a à peu près voté. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Philippe. Oui, c'est intéressant. On voit que sur les résultats que vous avez tendé des engagements de longue durée. Ouais. C'est aussi le sentiment qu'on a, c'est qu'on doit s'engager sur la longue durée. On était plutôt aujourd'hui sur une idée, on avait besoin de votre retour sur une proposition de 8-10 ans qui nous semblait déjà relativement engageante. Déjà pour nous permettre ensemble d'atteindre des temps de retour satisfaisants sur la plupart des investissements proposés et surtout pour pérenniser les performances dans le temps. Bien entendu, si on peut aller au-delà et construire ensemble un contrat qui permette d'aller au-delà de ces durées, on serait enchanté de le faire. On peut passer à la slide suivante, Xavier. Voilà. Donc, comment, une fois les travaux effectués et présentés par Ingrid, les entreprises du CERS peuvent-elles s'engager sur les performances énergétiques? Il y a plusieurs solutions. D'abord, on a besoin, dans le contrat de performance énergétique, d'un volet qui consiste en fait à proposer un contrat de maintenance. Donc, c'est un contrat de maintenance à engagement de performance pluriannuel. Contrairement aux contrats de maintenance classiques à obligation de moyens, nous sommes bien sur des contrats à engagement de performance
et ces contrats doivent nécessairement comporter des indicateurs clés de performance. Ces contrats sont du type contrat de performance énergétique, marchés globaux de performance, les marchés de partenariat, des DSP ou autres. D'ailleurs, toutes ces formes de contrats sont exposées brièvement dans des petites vidéos que le CERS, notamment la Commission efficacité énergétique que nous représentons, a élaboré pour vous des petites vidéos de 2 minutes. Il y en a 5 dans la réalité, et dont au moins 2 portent sur la nature et la forme des contrats, qui nous paraissent essentiels en termes de support juridique pour bâtir une relation de longue durée. Le contrat précise, entre autres, la durée de l'engagement, donc ce qu'on a évoqué en quiz au départ, mais aussi les clauses d'intéressement sur les performances énergétiques, voire même environnementales, le périmètre géographique, technique de surface couvert, le taux de prise en charge des surconsommations. Est-ce que vous nous demandez de prendre 50% du coût des surconsommations, 60, 70, 100, c'est à convenir, mais également le partage des gains au-delà d'un seuil. Également, le seuil se traduit par un tunnel de neutralisation, par exemple, plus ou moins 10% sur des consommations cibles. Tout est possible également en termes de tunnel de neutralisation, au-delà duquel les engagements de performance et d'intéressement, les clauses d'intéressement s'appliquent. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Xavier. Voilà. On peut également s'engager sur de la performance de longue durée avec, dès l'audit réalisé et dès les travaux convenus, l'élaboration d'un plan de mesure et de vérification qui nous permet de comparer et qui va nous permettre sur toute la durée de l'exploitation de l'ouvrage, de comparer les consommations réelles aux consommations de références corrigées de variations contractuelles. C'est-à-dire, dans ces variations, on a déjà évoqué le sujet des conditions météorologiques, donc les degrés jours unifiés, des JU, les températures de consigne des locaux, parce que si vous demandez 19, 20, 21 degrés dans les locaux, ça a un impact sur les consommations de référence. L'affluence de ces locaux, Marc-André en a parlé, bien sûr, s'il y a 20 personnes ou 50 personnes dans les locaux, ou sur d'autres, les consommations seront différentes. Sur d'autres critères, l'usage des locaux, les horaires d'affluence, les jours et horaires d'affluence, en gros, c'est important sur les consommations finales. La destination même des locaux, l'éventuel changement d'usage des locaux a une très forte influence sur les consommations finales. S'il s'agit de bureaux qui sont convertis en logement, imaginons, bien sûr, il y aura une très forte consommation, importante sur les consommations. Le protocole de mesure également est à définir dans le plan de mesure et de vérification. Usuellement, c'est l'IPMVP qui est un protocole international qui est retenu, mais il y en existe d'autres. Nous pouvons également nous engager sur des consommations sur la longue durée parce que nous sommes dans l'ère du digital et que de plus en plus, les bâtiments que nous équipons sont dotés d'appareils connectés, des fameuses IoT. Et derrière ces IoT, nous proposons de mettre en place, toute notre société, des systèmes d'exploitation du bâtiment qui se traduisent dans le langage anglo-saxon aujourd'hui sous le terme de BOS, Building Operating System, en fait des systèmes d'exploitation du bâtiment qui sont à l'identique du DOS, du Disk Operating System, pour les ordinateurs. Nous avons des systèmes interopérables qui existent et que nous pouvons mettre en œuvre, ou des traditionnels GTB, des équipements de gestion technique du bâtiment, qui sont installés en phase de travaux et qui sont exploités par nos entreprises en phase d'exploitation avec la prise de licence auprès d'entreprises spécialisées dans ce domaine. Et bien entendu, la maintenance des équipements de supervision et d'exploitation de l'ouvrage. Ces systèmes permettent, entre autres, de recueillir en temps réel et de partager les données grâce à des capteurs connectés et compteurs connectés, à tous les objets connectés qu'on peut mettre à l'intérieur de l'ouvrage. C'est valable pour l'énergie, c'est valable également pour la qualité de l'air intérieur et pour un tas d'autres données que l'on peut exploiter à partir de ces compteurs. En fait, nous nous rendons compte que de plus en plus, vous avez besoin de données structurées, donc fiables,
et surtout immédiatement disponible pour pouvoir prendre des décisions et être alerté en cas de dérive. Ça nous permet également, ces systèmes, de piloter les équipements, les installations, de changer la programmation des automates grâce à des logiciels, des applications. Donc là, nous avons recours à l'intelligence artificielle, nous avons également recours à des startups avec lesquelles nous travaillons, toujours pour développer des applications de plus en plus modernes et nous permettant d'améliorer en permanence ces services. Ces systèmes permettent surtout de nous alerter mutuellement en cas de dérive des consommations et par rapport aux objectifs, par rapport au relevé météo, par rapport aux données que nous avons enregistrées précédemment sur le site, sur des périodes identiques ou même par benchmark par rapport à d'autres sites qui pourraient avoir un comportement différent par rapport aux sites sur lesquels nous sommes intervenus. Et donc, ces alertes nous permettent d'intervenir immédiatement et de résoudre le problème dès qu'il apparaît ou de trouver ensemble des méthodes pour le résoudre. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Xavier. Merci. Donc, pourquoi aussi nous sommes capables, les entreprises du CERS, de nous engager dans la performance énergétique sur la longue durée? C'est grâce à nos équipes de techniciens, de responsables d'affaires, de chefs de site. Donc, sont des techniques de proximité, des équipes de terrain qui sont le plus souvent à titre permanent sur place ou à proximité immédiate. Et ça leur permet d'intervenir très rapidement sur les installations et surtout d'être en contact étroit avec les usagers, tous les occupants, les gestionnaires du site, d'être informés en temps réel grâce au système d'exploitation du bâtiment, mais également d'informer en retour les occupants qui peuvent nous formuler des demandes de trop chaud, trop froid ou de problèmes techniques via des portails de gestion des demandes, des portails web ou des portails qui sont accessibles directement depuis leur smartphone. Ça permet également de sensibiliser les occupants et usagers. Ingrid en a déjà parlé, des campagnes de sensibilisation, formation sont extrêmement importantes parce que les éco-gestes, c'est vraiment essentiel pour atteindre les performances ensemble, les performances environnementales collectivement en fait. Ça permet également de former les exploitants, les autres exploitants, les équipes techniques, les exploitants commerciaux également qui peuvent être présents sur site, ou toute personne extérieure à l'organisation finale qui viendrait sur place. Ça nous permet de les former par des petites fiches, des affiches ou des quiz également, une fois encore, ou d'autres formules qui peuvent être ludiques, mais qui permettent d'impliquer tout le monde sur le volet comportemental. L'éco-comportement, l'éco-geste, c'est quelque chose de fondamental pour atteindre collectivement les performances élevées, attendues en fait. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Xavier. Voilà, pour finir sur ma partie, pour garantir la performance énergétique, nous avons également dans nos entreprises des experts en énergie et de plus en plus aussi, et c'est nouveau, des experts bas carbone. Des fois, ce sont les mêmes, pas toujours, dont le rôle est de renseigner en phase d'exploitation le plan de mesure et de vérification, j'ai évoqué précédemment, d'établir des rapports énergétiques au moins annuellement pour voir d'une année sur l'autre comment s'est comporté l'ouvrage et quels écarts apparaissent, de les analyser, ces écarts, de les comprendre, des écarts par rapport aux performances attendues ou des écarts par rapport aux performances précédemment enregistrées sur des périodes antérieures. Ça permet d'essayer de comprendre, par exemple, s'il y a eu des travaux de réaliser ou des modifications d'usage, de comprendre ces écarts ou simplement de voir que certains équipements sont devenus obsolètes ou vétustes, donc méritent d'être remplacés à nouveau. Ça permet d'établir des plans de progrès ensemble et d'atteindre collectivement la performance souhaitée et de travailler à la fois sur les performances techniques et sur l'usage, le comportement que j'ai évoqué. Nos experts
participe et anime également des sessions de formation, de sensibilisation aux occupants. J'insiste là-dessus, c'est un point fort de l'atteinte de la performance finale de l'ouvrage. Ce sont des experts et à ce titre, ils assument la veille technologique réglementaire et vous alertent en cas d'obsolescence, que ce soit à l'usage ou obsolescence technologique des équipements qui sont installés, et également d'une évolution réglementaire qui serait apparue et qui imposerait des modifications substantielles. Ces experts sont à même d'aller chercher, de gérer des certificats d'économie d'énergie et d'autres dispositifs permettant le financement de nouveaux travaux, parce qu'en permanence, en fait, il faut réinvestir pour progresser encore dans la course de fond et atteindre et passer des 40 ou 50%, 60%, voire la compensation, le carbone, l'atteinte du carbone, la neutralité carbone. Voilà, donc c'est une course de fond, mais qui n'a jamais de ligne d'arrivée, sauf il faut toujours progresser et on est dans une logique ensemble d'amélioration continue. Et puis, ces experts en énergie, leur rôle, c'est de prodiguer en permanence les meilleurs conseils en matière d'achat d'énergie, énergie fossile ou énergie renouvelable, et de fluide, parce que ce sont des experts qui, par leur connaissance métier, sont capables de voir à quel tarif, à quelles conditions, sur quelle durée il est préférable d'acheter l'énergie et quel type d'énergie il faut acheter, la bioénergie ou tout type d'énergie suivant la stratégie qu'ils sont capables de vous exposer et de vous proposer. Voilà pour ma partie. Je passe la parole pour conclure à Gilles. Et merci pour votre attention et pour vos questions. Merci Philippe, on se revoit pour les questions. Gilles Duroux, donc pour un mot de conclusion sur ce qui vient d'être présenté. Écoutez, vous voyez que c'est riche en fait, ce sujet-là, et j'insiste sur le fait que, vous l'avez compris, c'est que l'ensemble des entreprises du CERS et leurs partenaires, parce qu'on ne fait pas tout seul, je pense qu'on n'y arrivera qu'ensemble, maîtrisent l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis finalement la conception et définition des objectifs jusqu'à l'atteinte et l'engagement de résultats. Donc on maîtrise l'ensemble de ces sujets, les compétences, les expertises, les calculs, l'accompagnement dans les choix technologiques et proposer des solutions. On maîtrise historiquement la mise en œuvre et également le suivi et le pilotage, parce qu'il ne suffit pas de faire les travaux, mais il faut aussi bien régler les installations, donc ce qu'on met commissioning, contrôler effectivement qu'on est bien dans les plaques. Et puis, les entreprises ont capacité de s'engager sur des résultats, alors par des outils, des contrats de performance énergétique ou autres, tout un tas d'outils qui est à notre disposition pour atteindre et porter ces engagements pour les maîtres d'ouvrage dans l'atteinte des objectifs du décret économie tertiaire. Voilà. Donc, on a finalement dans ces entreprises tous les outils et vraiment on est aux côtés finalement des maîtres d'ouvrage pour les accompagner dans ce parcours long et ce marathon qu'on a à faire ensemble pour obtenir ces objectifs qui sont, on dit encore, très 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 élevés et il faudra jouer de toutes les palettes et de tous les leviers pour les atteindre. On voit bien que l'importance de l'usage, tous les bâtiments ne sont pas pareils, ils sont tous atypiques, donc il faut faire un peu du sur-mesure et il faut faire ça dans la durée. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui en conclusion. Voilà, merci Gilles. Donc on arrive à notre temps de questions-réponses. Voilà, on est tous ensemble. Alors moi, il y avait une petite question qu'on n'avait pas prévue, bien sûr. Vous savez, on entend parler en ce moment, mais c'est une question un peu difficile. On entend parler en ce moment des choix énergétiques que va faire la France sur le moyen long terme. La question que je voulais vous poser, peut-être c'est pour une table, on est dans une table ronde aussi avant d'avoir les questions-réponses. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les choix que pourraient faire les entreprises en disant si on s'oriente plus sur du renouvelable que sur du nucléaire, vous voyez, le gouvernement va arbitrer là-dessus prochainement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, Gilles? Oui. Je peux me lancer dans la réponse, ouais. Mais mes collègues pourront évidemment aller plus loin. Ce sujet du décret, il faut bien scinder entre consommation et production d'énergie. Là, on est vraiment dans comment on peut réduire la consommation, qui est un autre sujet de comment on produit cette énergie. Est-ce qu'on la fait en renouvelable, en nucléaire, en classique, etc. Donc
Là, sur ce sujet-là, on est comment? Parce que c'est quand même la meilleure des énergies, c'est celle qu'on n'utilise pas, hein, celle qu'on économise. Donc, en gros, on est vraiment comment on va réduire finalement ces consommations et on n'est pas dans le sujet de comment on va effectivement produire l'énergie demain pour qu'elle soit moins carbone. Quelqu'un veut compléter sur ce sujet? Non. Alors, il y avait une question. On en a parlé CPE tout à l'heure, effectivement, avec des engagements, des aspects contractuels. Qui peut profiter des CPE? Est-ce que c'est tous les maîtres d'ouvrage, tout type de maître d'ouvrage? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Peut-être plus les propriétaires que les maîtres d'ouvrage. Marc-André, oui. Oui, dans le sens où un contrat de performance énergétique, ça aide le propriétaire déjà à diminuer ses consommations, à faire des économies donc dans son budget de fonctionnement de son site. Et c'est donc plus en fait à destination des propriétaires, que ce soit un CPE ou un marché global de performance. Ça, d'une part, garantit aux propriétaires qu'il aura des travaux de rénovation de son site de qualité, et d'autre part, ça lui garantit un niveau d'évitement de consommation à atteindre, comme le disait mon collègue tout à l'heure, c'est que ce niveau de consommation, il est vérifié chaque année. Et en termes des actions de performance énergétique, parce que c'est plutôt sur un plan, comme on expliquait tout à l'heure, le dispositif éco-énergie tertiaire, si on s'y met en 2028 ou en 2029 pour être au rendez-vous en 2030, on peut considérer que c'est déjà mort. Et d'ailleurs, le ministère de la Transition écologique a bien prévu ça, dans le sens où, en septembre 2022, il va déjà falloir avoir rempli les objectifs, en fait, on va dire année de référence, caractérisation du site, caractérisation de l'assujetti, détermination des indicateurs d'intensité d'usage, pour au moins la qualification de l'année de référence. Tout ça, ça participe à comment dire, comment dire, proposer aux assujettis des propriétaires un plan d'action de performance énergétique par la suite, comme disait Ingrid, en réalisant des audits énergétiques type réglementaire ou pas, hein, mais qui intègre de la qualité au niveau de l'analyse des consommateurs actifs et passifs, les renouvellements, comme disait Gilles, avec nos entreprises qui sont en capacité de les proposer, avec des vrais prix, des prix engageants. Et c'est en cela que c'est le propriétaire qui est concerné par l'amélioration de son site et de ses objectifs. Ouais. Est-ce que les petites entités peuvent aussi faire réaliser des CPE? Oui, en fait, pour répondre en compléter la réponse de Marc-André, hein, c'est tout type de bâtiment peut faire l'objet d'un CPE. On n'est pas forcément dans les gros, on peut être aussi dans les petits, et on peut être aussi bien dans le privé que dans le public. Hein. De toute façon, donc c'est vraiment adapté à chaque bâtiment et à chaque projet, et en fonction d'une durée qui peut être variable, hein, qui est aussi calculée en fonction du niveau qui veut être atteint et de l'investissement qu'on doit avoir. Donc c'est un outil qui est vraiment adapté dans une déclinaison et une mise en œuvre pour un maître d'ouvrage pour son bâtiment. Ouais. Là, pour pousser sur les CPE, est-ce que vous sur les travaux que vous réalisez, c'est quoi le pourcentage de propriétaires qui préfèrent aller sur cette voie du CPE et puis d'autres qui vont pas sur cette voie du CPE? Est-ce qu'on a des idées là-dessus? Est-ce que vous voyez une montée en puissance des CPE? Clairement, oui. On voit une accélération depuis, je dirais, 3 ans là, de ces CPE très, très forte, hein, puisque effectivement, ça répond à ce qu'on a dit, à un besoin. Voilà. On ne peut pas atteindre directement par des travaux parce qu'il n'y a pas forcément un engagement de résultat. Il faut avoir un engagement de résultat. Il faut à la fois des travaux, il faut de l'étude, il faut de la suivi dans la durée. Donc, on est effectivement dans la logique du CPE. C'est pour ça que c'est un outil qui va très, très bien là-dessus. Et on voit une montée en puissance. Je n'ai pas les chiffres, mais peut-être Philippe ou Ingrid auront peut-être des éléments là-dessus. Mais effectivement, il y a une vraie augmentation du nombre de contrats depuis quelques années là-dessus.
Et Ingrid, c'est ce que pour compléter ce propos, aussi je voulais vous poser la question, on en parlait, il faut mobiliser les équipes sur place. C'est ce que vous développiez dans votre présentation, c'est que c'est le propriétaire du bâtiment, les occupants qui doivent aussi agir. Oui, effectivement. Ce que je disais en fait, c'est que je pense qu'on est tous impliqués dans la réussite des objectifs de réduction de consommation d'énergie et que notamment dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, on a vraiment besoin que le dialogue se fasse et que la répartition des actions et des implications de tous soit au rendez-vous. Et parce il y a plusieurs phases, comme le disait Gilles, dès la conception, on va envisager un bouquet de travaux, les travaux vont être réalisés, mais après, il faut que, en gros, le mode d'emploi du bâtiment qu'on aura donné pour qu'il soit le plus efficient possible, eh ben, il soit réalisé et que donc tous les acteurs qui vont utiliser les locaux, quels qu'ils soient dans le domaine du tertiaire, et c'est assez varié, comprennent comment fonctionnent les équipements, alors s'il n'y a pas d'automate mis à la place et les éco-gestes qui vont bien. Donc c'est effectivement, je pense le contrat de performance énergétique, il fonctionne que si tous on est impliqués. Après, il y a toujours des systèmes de garde-fous avec les bonus-malus où là, enfin, c'est le rappel à la règle dans ce tunnel de fonctionnement, mais en étant tous impliqués et sensibilisés sur ces sujets, énergie et climat d'ailleurs, qu'on atteindra les objectifs, je pense. Ouais, parce que c'est ce que vous avez montré sur une diapo, il y avait aussi ce qu'on pouvait gagner en fonction des types de travaux, mais on a cette course de fond, il faut arriver aux 60% d'économie d'énergie, donc il faut planifier, il faut structurer ces phases travaux et puis il faut impliquer tout le monde sur cette durée. Bah, effectivement, dans les 3 enjeux excusez-moi, pardon, dans les 3 tranches de Le je suis direct. désolée. Je veux participer. Dans les 3 typologies de retour sur investissement, je pense qu'effectivement les premiers gains, c'est communiquer, expliquer comment ça fonctionne, comment les petits gestes du quotidien peuvent amener les premières économies. Après, rapidement, on va se retrouver quand même pour atteindre le pourcentage, ben voilà, il va falloir cravacher un petit peu et toucher au système, à l'optimisation. Là, c'est la vraie gestion active et c'est le cœur des métiers des entreprises du CERS. Et puis pour aller encore plus loin, et là on sera sur un temps plus long où il y aura une réflexion, où il faudra aussi aller chercher des solutions de financement, bah, ça veut dire travailler sur des remplacements d'équipements, l'optimisation de la façade, l'enveloppe, une approche plus globale où là on peut travailler de pair avec les entreprises de construction. Et là, effectivement, bah, on a le temps, mais à mon avis, on n'y échappera pas. Et d'ailleurs, je pense que le gisement d'économie et le vivier de bâtiments qui peuvent y prétendre sont colossaux et vraiment ont besoin pour l'alignement avec nos ambitions climatiques françaises et énergétiques également, je pense. Voilà. Oui, on parlait, Philippe de Sablin, pour vous continuer ce tour de table, on parlait aussi des outils qu'on peut mettre en place, là, Ingrid en parlait, on met des outils en place qui vont faire des relevés, qui vont suivre les consommations. Est-ce que des fois, il y a des choses qui crèvent les yeux en disant, ah, tiens, on met une instrumentation, on dit, ah, ben, voilà, c'est là qu'il faut agir en premier. Oui, déjà, ce qui est extrêmement important, c'est le plan de comptage, d'analyser le plan de comptage, parce que souvent il est inadapté à l'analyse des consommations et de le corriger et de l'adapter de le moderniser pour nous permettre de suivre les consommations par rapport à l'usage réel des locaux. C'est extrêmement important. Après, on met bien sûr des compteurs ou son compteur intelligent qui nous permettent de faire remonter des données. Mais effectivement, le point de départ, c'est quand même c'est notre capacité à récupérer des données fiables sur l'historique de l'ouvrage et notamment de pouvoir récupérer les données de consommation antérieure et d'accéder pour ça aux données des fournisseurs d'énergie ou de fluide et de vérifier et de recomposer des fois également le comportement et les consommations des ouvrages, parce que souvent les compteurs, jusqu'à présent, étaient faits pour plusieurs bâtiments, plusieurs usages ou plusieurs étages, et ne nous permettaient pas de décomposer les consommations par usage. Or, on a besoin, nous, de ces consommations par usage pour bâtir une stratégie de rénovation énergétique. Et donc, il est essentiel pour nous
de récupérer ces données, de les recomposer, de les analyser, et puis de mettre derrière un système de comptage et de capteurs intelligents, connectés, pour nous faire remonter de la donnée en temps réel et la donnée utilisable, fiable, sur lesquelles on peut travailler ensemble. Voilà, ça c'est essentiel. J'en profite pour répondre à deux, trois autres questions, donc sur le nombre de contrats. Donc, le nombre est en train d'exploser puisque les MGPE ont été créés par une ordonnance de 2015 et 2016. Je crois qu'il y en avait 4 en France. Cette année, en septembre, début septembre, on avait recensé 78 concernant le bâtiment. Donc, on est sur une croissance qu'on peut qualifier de quasiment exponentielle, parce qu'on imagine que pour atteindre les performances souhaitées, il va falloir engager des travaux extrêmement importants et rénover à peu près un parc de 976 millions de mètres carrés de surface tertiaire en France. Et ce, d'ici très peu de temps. Donc, ça va demander des investissements extrêmement importants. Et c'est pour ça que, justement, on est en train de se structurer tous ensemble pour pouvoir essayer de répondre à ces demandes qu'on imagine extrêmement importantes dans les années à venir. Et sur les ENR, bien sûr que, sur les énergies, pour répondre aussi à cette question, bien sûr que si on peut mettre des ENR dans les bâtiments, pour l'autoconsommation, les panneaux photovoltaïques, ou de la géothermie, ou du stockage, aussi dans des logiques de stockage, bien entendu, nos sociétés sont force de proposition dans ces domaines-là. J'essaie de balayer un petit peu toutes vos questions et d'essayer d'y répondre très rapidement. Il y a des questions du public. Le plan de comptage, là, on va y arriver. Hein. Le plan de comptage aussi. Là, je pose la question à Marc-André. Le plan de comptage pour les. Là, tout à l'heure, vous avez présenté là, les tables. Hein, donc, c'est une liste, c'est incroyable. Donc, on se dit, quand le propriétaire voit cette liste-là, il se dit, mais comment je vais faire est-ce que le plan de comptage, c'est la première chose à faire avant toute chose, presque, pour faire un audit, pour avoir une idée de là où il faut aller? Est-ce que c'est ce que vous conseilleriez aujourd'hui Oui, alors, en fait, c'est oui et non. C'est oui et non dans le sens où, oui, bien sûr, la maîtrise de la donnée en termes de consommation, comment dire, c'est essentiel. Par contre, j'y pensais quand j'entendais mon collègue parler, là, c'est que, en fait, on a une spécificité dans le dispositif éco-énergie tertiaire et qui n'est pas toujours perçue quand on va voir des clients. C'est que on peut avoir des clients dont l'activité principale n'est pas tertiaire, mais qui sont assujettis au dispositif éco-énergie tertiaire parce qu'ils ont plus de 1000 mètres carrés de surface. Du genre l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique. En fait, toutes ces industries-là sont concernées pour la plupart. Sur leur centre de production industrielle, en fait, ils ont des réfectoires, ils ont des bureaux, ils ont des salles de sport, ils ont des zones de stockage. En fait, tout ce que vous retrouvez justement dans les tables. Dans les tables et la caractérisation de ces tables en termes d'usage et d'indicateurs d'intensité d'usage. Eh bien, là se trouve un souci. Excusez-moi, je viens d'avoir une fenêtre. Là se trouve un souci, c'est que parfois, ces systèmes de consommation d'énergie pour le bâtiment sont confondus avec ceux pour la production et l'outil de production industrielle. Il se trouve que dans le dispositif éco-énergie tertiaire, ce cas est prévu pour répondre aux premières obligations. Si la mise en place d'un plan de comptage demande des modifications structurelles, d'amener des énergies, eh bien là, ça va être compliqué de répondre pour septembre 2022, à savoir quelle est la consommation de référence du site, etc. Et donc, nous pouvons, par l'intermédiaire des ingénieurs constituant les entreprises du CERS, des ingénieurs énergéticiens, nous pouvons recourir à de la modélisation. Et c'est en cela que je disais oui et non. Quand le site est purement tertiaire,
Et en fait, il y a pas à tergiverser. Évidemment qu'il faut mettre un plan de comptage. Et c'est la meilleure façon de contrôler sa donnée. Oui, je voyais Ingrid qui opinait tout à l'heure, qui avait pas l'air complètement, donc qui avait un point de vue un peu complémentaire. Complémentaire, oui, oui, non, mais je suis d'accord avec ce que disait Marc-André. En fait, c'est juste que si on va aller au tout début, je pense qu'il y a effectivement le disposer du plan de comptage, c'est déjà un luxe, je pense, parce qu'il n'y a pas toujours de plan de comptage. Hein. Si on parle de bâtiments qui sont assez anciens ou pas si vieux que ça finalement, parce que années 60, 70, il n'y a pas toujours de plan de comptage, donc il faut le constituer, le réaliser. Et je dirais qu'en parallèle, il y a aussi l'accès au point de livraison. En fait, pour savoir ce qu'on consomme, il faut déjà se dire que le bâtiment, il est à un moment donné connecté pour avoir un apport énergétique. Et de là va ensuite découler toutes les informations relatives aux factures. Mais parfois, vous avez plusieurs points de livraison sur un bâtiment qui normalement sont rattachés ensuite à plusieurs éléments qui permettent le comptage, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il faut, voilà, donc je rejoins ce que disait Marc-André, il faut oui et non. Oui, quand tout va bien et non, bah, quand on a des bâtiments plus anciens et dans ce cas-là, avoir recours à de la modélisation, au retour d'expérience dont bénéficient les entreprises du CERS. Alors, une petite question peut-être pour Gilles. Si c'est un bâtiment qui est partagé par plusieurs propriétaires ou pour quelqu'un d'autre, finalement, on a ce cas aussi, hein, les bâtiments multi-usages, multi-propriétaires. Donc, il faut mettre tout le monde d'accord pour faire des travaux aussi, pour mener des actions. Comment on gère ces cas-là? Bon, encore une fois, il n'y a pas de sujet préétabli. Je pense que l'intérêt, effectivement, de ce qu'on propose, c'est de dire que, bah, voilà, il faut mettre tous les acteurs autour d'une table et trouver des bonnes solutions et des bons contrats pour pouvoir y arriver. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un partage des responsabilités et des engagements en fonction de soit si on est exploitant, soit si on est utilisateur, soit si on est propriétaire. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets à poser. Et j'insiste sur le fait que l'expérience qu'on a, le fait que effectivement des hommes et des femmes, on a ces experts, permettent effectivement d'amener la bonne solution, parce qu'il n'y aura pas de solution standard et de solution massive, il y aura du cas par cas. Il y a une question de Sophie. Allez, on prend quelques questions là aussi, bien sûr, du public, qui dit y a-t-il un formulaire existant? Oui, elle pose la question. Est-ce que j'aurais pas un formulaire pour tout faire en une seule fois, permettant de faire l'inventaire pour enseigner les critères demandés? Ça n'existe pas, ça, Marc-André? Oui et non, encore une fois. On en a fabriqué chez nous. Ah, donc il y en a un, mais il va falloir nous le partager alors. Mais c'est du travail parce que en fait, il faut fouiller dans tous les décrets et arrêtés pour pouvoir constituer justement un fichier qui va nous permettre, parce que comme on disait tout à l'heure, les tables, elles sont un peu importantes en termes de données à collecter et en termes de diversité de données à collecter. Et effectivement, c'est mieux si on a un fichier interface pour discuter avec l'assujetti qui en fait nous commande sur une prestation de ce type-là. Ouais. Mais non, aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, suivant les dernières informations qui nous ont été dispensées par le ministère et l'ADEME, d'ailleurs, lors d'un webinaire au mois de juillet, la plateforme Opérate sera en mesure de se mettre en œuvre à partir de début janvier pour certaines parties, pas pour toutes les parties. Il semblerait que les retours de consommation ne soient pas produits pour la première instantiation en automatique par Enedis. Voilà, mais en gros, à partir du 1er janvier, on va avoir la possibilité de consulter, de commencer à pouvoir instancier. Également, quelques API qui nous permettront de s'interfacer en automatique avec nos logiciels de gestion de l'énergie dont parlait Ingrid tout à l'heure. On va avoir quelques API courant janvier qui vont être mis à disposition normalement. Voilà, c'est les infos dont on peut disposer. Oui, Thierry, pour répondre à cette question aussi, je vous voyais. Il faut ouvrir le micro. Oui, je réagissais un petit peu à ce que tu disais
Marc-André, je suis complètement d'accord. J'aimerais juste ajouter le petit détail en plus, c'est que pour certains bâtiments, notamment les plus anciens, seulement aller s'orienter directement sur seulement ce que la plateforme Opéra demandera, ce ne sera pas nécessairement la solution. Ou parfois, il y aura des études, et même souvent, il y aura des études complémentaires à mener pour être plutôt malin dans le choix de l'année de référence, pour optimiser ensuite les efforts. Donc voilà, enfin, si on cherche une fiche standardisée à remplir, c'est pas nécessairement la meilleure idée pour les bâtiments. C'était simplement ma remarque. Oui, il y a un travail, une réflexion, un accompagnement à mener. Il y a un travail en plus à faire. Sophie posait la question, est-ce que les entreprises du CERS accompagnent les collectivités? Elles sont là. Alors voilà, j'ai la réponse de tout le monde, il dit oui, c'est ça. Ils ont tous yeux de la tête, donc ça c'est une bonne nouvelle. Parce que les entreprises du CERS, pour vous, Gilles, c'est finalement vous travaillez pour quel type de maître d'ouvrage on travaille pour tout maître d'ouvrage. On travaille pour les collectivités, on travaille pour les bâtiments de l'État, on travaille pour les bâtiments privés, on travaille pour les copropriétés, on travaille sur toute typologie de bâtiments et sur toute typologie effectivement, de maître d'ouvrage. Donc là, aujourd'hui, oui, notamment on travaille avec la FNCCR, justement, et on a participé à l'élaboration du nouveau guide qui va sortir prochainement sur le CCAG pour la mise en place justement des CPE dont on parlait. Donc effectivement, on est un des partenaires des collectivités pour la mise en œuvre de ces sujets-là. Puisqu'on est déjà, c'est déjà nos clients finalement. On travaille déjà chez eux, on fait déjà des travaux, on fait déjà des contrats d'exploitation et de maintenance. Donc demain, on est finalement nativement un peu déjà chez eux pour pouvoir réaliser la mise en œuvre et les accompagner dans la mise en œuvre de ces contrats. Ouais. Je crois que la FNCCR est en train de mettre en place un simulateur aussi, non, ou quelque chose comme ça, sur lequel vous travaillez. Non, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est aussi un simulateur qui va permettre effectivement de donner quelques pistes, effectivement en fonction des typologies de bâtiments, quelques pistes de solutions qui seraient mettre en œuvre pour les accompagner et les aider finalement à définir quels sont leurs scénarios optimum pour activer ça. Et ça, on fait conjointement avec des fédérations de fabricants de solutions digitales et effectivement les entreprises du CERS. Ouais. Y a une question de Marielle qui dit sur la plateforme Opéra qui effectue la déclaration. Est-ce que c'est vous, c'est le propriétaire qui doit effectuer la déclaration ou il y a une délégation? Qu'est-ce qui veut répondre? Tiens, allez, pour faire tourner la parole, Philippe. Ah, il faut ouvrir le micro. Déjà, c'est le propriétaire, mais bien sûr, il peut demander à quelqu'un d'autre de le faire pour lui, mais c'est quand même le propriétaire qui doit déclarer. C'est normal. Ouais. Et c'est bien. C'est sa responsabilité. Oui, Marc-André. En fait, il y a juste au-delà que ce soit sa responsabilité, en fait, il y a juste une version logique du sujet dans le sens où sur les tables 3, justement, on doit intégrer les indicateurs d'intensité d'usage et comment est constitué et utiliser le site. Et ça, c'est que l'occupant qui va pouvoir le faire. Par contre, la responsabilité, comme disait Philippe, ça revient à demander à identifier le propriétaire comme étant celui qui soit remplit bien, soit remplit mal. Donc, c'est mieux que ce soit le propriétaire qui remplisse. Par contre, c'est l'occupant qui va devoir transmettre l'ensemble des informations de l'usage présent. Et ça, c'est peut-être parfois deux choses. Comme dit le décret, c'est propriétaire et propriétaire occupant. Ce n'est pas forcément l'occupant le propriétaire. Ouais. Je voulais revenir à ça par rapport à ce que disait Gilles tout à l'heure. Oui, donc finalement, il va falloir que tout le monde travaille de concert pour récupérer ces données. C'est peut-être là où il y a un travail et où vous jouez un rôle aussi de centralisateur. Gilles ? Oui, on appelle ça aussi un travail d'intégration finalement. Hein. Ouais. On est prestataire pour effectivement les propriétaires ou les exploitants ou les utilisateurs plutôt, et on est en capacité d'intégrer l'ensemble pour pouvoir
effectivement, avoir une délégation pour entrer les données, s'ils n'ont pas les moyens ou la structure pour le faire, faire les calculs, lancer les travaux, suivre les consommations, dans la totalité de la chaîne de valeur ou simplement dans une petite partie de la chaîne de valeur. Ça dépend de chacun. L'idée, c'est que en plus, nous, ce qu'on propose, ce que proposeront peut-être pas tout le monde, c'est qu'on porte l'engagement de résultat et de dire, nous, on s'engage à faire moins 40, moins 50 et moins 60. Et ça, c'est très important, à mon avis, de souligner, parce que c'est ça qui fera effectivement le fait que le maître d'ouvrage, s'il n'a pas les moyens de le faire en interne, il est sûr que finalement, il sera en capacité de maintenir et de pouvoir être dans les clous du décret et en 2030 dire moi, ça y est, je suis arrivé aux objectifs qui m'ont été fixés par le décret. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui distingue fortement les entreprises du CERS par rapport au bureau d'études? C'est-à-dire c'est l'engagement que vous êtes à même de porter sur les résultats qui vont être opérés à travers notamment les contrats de performance énergétique? Oui, c'est-à-dire, mais pour avoir l'engagement, il faut maîtriser toute la chaîne de valeur. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de pouvoir mettre les systèmes et les plans de comptage, de pouvoir analyser les solutions, de faire des scénarios, de les mettre en œuvre et de les suivre dans le temps. Voilà, c'est toute la chaîne. Et ça, effectivement, ça nous permet de porter l'engagement de résultat. Et en plus, les entreprises ont les ressources effectivement suffisantes pour pouvoir être en capacité de gérer ce risque-là, parce que c'est un risque, effectivement, de pouvoir s'engager dans le futur sur des consommations. Donc là, nous, on est en capacité de pouvoir s'engager là-dessus et de porter ce risque-là. Oui. Est-ce que les entreprises, finalement, on voit qu'il va y avoir une montée en puissance très rapide, là, puisque 2022, on y est, et avec des travaux qui vont arriver. Est-ce que les entreprises aujourd'hui vont être à même de répondre à cette demande? C'est des questions que peuvent se poser aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont avec nous aujourd'hui. C'est des questions que se posent les collectivités, c'est-à-dire devant la masse de travail à produire, est-ce que les entreprises vont pouvoir suivre? On est jusqu'à 2030 quand même, Xavier. 2022, c'est faire les choix des situations de référence, c'est de mettre un certain nombre de données. Par contre, l'objectif de moins 40%, c'est en 2030. Donc, on aura quand même 8 ans pour mettre en place les travaux et atteindre ces objectifs-là. Donc, ça laisse un peu de temps. Mais encore une fois, tout ça, il faut quand même enclencher les processus. Et on voit que ces processus sont complexes et nécessitent effectivement une certaine maîtrise et des contrats longs. Donc, c'est pour ça qu'on dit, oui, on a le temps de le faire, mais si on attend le dernier moment, si on attend 2025 ou 2028 pour le faire, on n'aura jamais les moins 30, moins 40 et moins 50%. Voilà. Ouais. Est-ce que, Ingrid, sur le schéma que vous montriez, les moins 40%, on peut y arriver à peu près sans trop de difficultés? Alors j'imagine que ça dépend des bâtiments, je ne voudrais pas non plus être trop schématique. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse pour l'ensemble des bâtiments. C'est vraiment de par l'analyse, l'audit énergétique, mais l'analyse du profil du bâtiment qu'on pourra identifier les gisements. Je pense quand même qu'il y a effectivement des choses simples qu'on peut mettre, ce que je disais, qu'on peut mettre en place rapidement. Tout ce qui est lié aux déperditions, au rendement des équipements, au fonctionnement. Enfin voilà, avoir une gestion optimisée, c'est tout simplement se dire aussi quand est-ce que j'occupe mon bâtiment ou pas. Ça paraît tout bête, mais il y a encore des espaces qui sont chauffés ou climatisés alors qu'il n'y a pas de nécessité. Donc c'est vrai que quelques dispositifs et automates de suivi permettent d'identifier le talon de consommation et de se dire tiens, c'est marrant, le week-end on consomme alors qu'il n'y a personne. Enfin, voilà, ou alors j'ai un process qui est arrêté, mais il y a quand même de la conso. Donc il y a des gisements qu'on peut rapidement trouver. Je pense qu'il faut commencer par ça avant d'attaquer sur les menuiseries, l'enveloppe, même si effectivement ça fait partie du bouquet de travaux qui sera de toute façon, je pense, à mener. Pour revenir un tout petit peu sur les éléments qui ont été dits auparavant, sur la question des ressources, je pense que nos entreprises sont prêtes pour répondre à ces marchés. Après, il y aura toujours une problématique qu'on a dans le BTP, c'est celle de la ressource, en fait, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais du recrutement et du maintien des collaborateurs dans les entreprises. C'est un secteur qui reste compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, il faut anticiper, s'organiser. Mais il y a aussi toute la place de l'innovation que l'on peut trouver dans des solutions, des systèmes qui sont rapidement
vérifiés, dont la viabilité est confirmée et qu'on peut entreprendre assez rapidement sur des projets, même s'ils sont différents. Et Oui. dernière remarque, d'ordre général, sur la question des responsabilités, mais ou d'ordre général, il y a un Q&A, question-réponse, pardon, sur le site Opérate. Alors, il est très fourni, il y a beaucoup de questions-réponses, mais avec un système de mots-clés, on y retrouve pas mal d'éléments et de personnes qui ont aussi posé des questions et qui ont eu la réponse. Très bien fait. Je vous invite à regarder, en plus des questions qu'on donnera pendant ce webinaire, de regarder en complément, si besoin, le site Opérate. Il y a une question de Philippe qui est une question d'ailleurs sur les données, puisque Ingrid vous parlez d'Opérate. À qui appartiennent les données? Oui, parce que finalement, on parle, les propriétaires vont soumettre leurs données, vont les partager. Et donc, est-ce que on peut parler RGPD peut-être rapidement, mais à qui appartiennent ces données? Les données appartiennent aux occupants. Ouais. Aux occupants des locaux. Effectivement, il y a des notions de RGPD, de protection des personnes par la CNIL. Donc, ce sujet de la donnée, c'est central, hein, que ce soit de la donnée initiale ou de la donnée en temps réel. C'est un sujet qui va de plus en plus revenir sur la table et qui est crucial. Il y a aussi le sujet d'ailleurs de la cybersécurité, de la protection de ces données, de la manière dont elles sont stockées, gérées, utilisées, et de la protection du suivi même de la personne. Donc, il faudra être extrêmement prudent sur ces sujets. C'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas occulter dans la réflexion sur les objets connectés, justement, et sur les CPU en général. C'est vraiment le sujet fondamental. Donc, cette donnée, elle appartient avant tout à l'occupant des lieux. On parlait tout à l'heure du propriétaire, mais avant tout à son locataire, le locataire qui, Marc-André l'a dit tout à l'heure, participait activement à renseigner les informations. Le locataire doit être d'accord pour que cette donnée soit qui lui appartient, soit accessible aisément ou pas. Voilà. Donc effectivement, c'est un sujet crucial dans le développement de ce type de marché. Je voudrais rajouter, parce que c'est important ce sujet-là qui est soulevé par Philippe, la donnée aujourd'hui, c'est fondamental si on veut effectivement mesurer, suivre, diminuer, effectivement. Mais il faut que cette donnée, elle passe par les mains des experts, des performance managers, parce que si on n'a que du digital, que des solutions automatiques, on n'arrivera jamais à faire. Donc, il faut qu'on ait ces technologies du digital aujourd'hui, qu'on ait ces bases de données, mais il faut que derrière aussi, elles soient analysées à part des hommes de l'art, finalement, des gens qui savent qu'une consommation d'énergie, ce compteur, il remonte, est-ce que la donnée elle est correcte ou pas correcte? Et là, on a besoin effectivement de spécialistes et d'experts qui sont derrière les données. Et on a aussi besoin de personnes qui sont en capacité de protéger ces données, de les anonymiser, comme on dit, justement pour qu'elles puissent répondre à la RGPD. Donc tout ça, c'est des expertises qu'on a dans nos entreprises et on est en capacité aussi de pouvoir garantir que finalement les données, elles ne seront pas hackées d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Donc une dernière question, puisqu'on arrive à l'heure, à 18h30. On avait prévu de faire 1h30 ensemble, et puis après on va se retrouver dans une salle des experts sur laquelle le public va pouvoir venir vous poser des questions. Donc je suis maître d'ouvrage, j'ai un besoin. Aujourd'hui, je fais comment? J'appelle le CERS, j'appelle une entreprise. Comment je commence mon projet? S'il y en a un qui veut répondre, Thierry? Si vous m'entendez, Oui. Oui, alors l'idéal, ce serait d'aller sur l'annuaire du CERS pour être en capacité de voir quelles entreprises sont plus proches de nous d'un point de vue territorial et aller s'adresser à eux. Nous, en fait, la mission du CERS, c'est de faire le pont entre du coup le besoin et les entreprises du CERS. Ouais. Donc aujourd'hui, si les collectivités ont ce besoin-là, la façon la plus simple, ce serait celle-là. Voilà, donc d'aller sur le site du CERS, c'est pour trouver les entreprises qui sont adhérentes du CERS et les contacter ensuite directement pour commencer son projet. On a compris, est-ce que on peut avoir ce mot de la fin, c'est-à-dire que bon, c'est une course de fond, mais il faut partir tout de suite. Est-ce qu'on peut conclure comme ça?
Ouais, Gilles, ça me va bien. Gilles, Ingrid, Marc, Ouais, André. je l'ai dit tout à l'heure, mais encore une fois, évidemment, c'est long. Il faut partir tout de suite et il faut effectivement s'entourer d'un tas d'acteurs qui maîtrisent et qui connaissent le bâtiment et qui connaissent les solutions. Voilà, c'est comme ça qu'on arrivera à obtenir, et c'est vraiment en le faisant tous ensemble qu'on arrivera à obtenir ces enjeux qui, je répète, sont très, très importants. Et ils ne sont pas tous au même niveau. Je veux dire, les premiers pourcentages sont relativement faciles à faire, et les derniers vont être vraiment très complexes. Donc, ils n'ont pas tous le même niveau. C'est ça que je voulais rajouter. Oui, il faut se préparer et anticiper tout ça. Voilà, on peut vous remercier beaucoup à tous les 5 pour avoir participé à cette conférence, ce webinaire qu'on a fait sur le décret tertiaire, sur lequel il va y avoir un replay qu'on va mettre en place. À très bientôt. Merci. Vous pouvez ouvrir le micro pour nous dire au revoir à tous. Merci, au revoir. À très bientôt à tous.